Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir dont voici les grandes articulations. Chaque année, environ 8 enfants sur 1000 naissent avec une malformation cardiaque. La cardiopathie congénitale est la première cause de mortalité dans la première année de vie d'un enfant. L'entrepreneuriat apparaît aujourd'hui comme une solution contre le chômage. Malheureusement, de nombreux jeunes ne savent pas comment s'y prendre pour entreprendre. Régis Ezin, entrepreneur, nous donne ici quelques astuces. Enfin, la fréquentation des salles de cinéma connaît aujourd'hui une baisse drastique. Le cinéma, entre-temps loisir qui réunit les jeunes, devient de plus en plus obsolète. On en parle dans un instant. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Je le disais dans les titres, chaque année, environ 8 enfants sur 1000 sont touchés par cette pathologie, la cardiopathie congénitale. C'est la première cause de mortalité dans la première année de vie d'un enfant. Les cardiopathies congénitales sont des anomalies fréquemment retrouvées lors du développement du fœtus. Leur prise en charge varie selon leur sévérité, allant d'un simple suivi à un geste chirurgical, rapide ou des traitements médicamenteux spécifiques. Précision à travers cet élément. Cette image du cœur qui apparaît, le cœur en mouvement, qui permet de savoir s'il y a une malformation ou pas au niveau des cavités cardiaques ou au niveau des gros vaisseaux. Avoir un cœur en santé peut faire toute la différence dans la vie d'une personne, bien sûr. Naître avec une malformation cardiaque peut réduire considérablement la capacité de cette personne à interagir avec le monde qui l'entoure. Les cardiopathies congénitales constituent la première cause de mortalité dans la première année de vie. Les cardiopathies congénitales sont des malformations du cœur et ou des vaisseaux. Ces malformations vont survenir pendant la vie intra-utérine, c'est-à-dire quand le bébé est encore dans le ventre de sa mère. Selon les données d'incidence globale, 4 à 9 cas pour 1000 nouveau-nés vivants souffrent de cardiopathie congénitale, soit 1,5 million de nouveaux cas chaque année. Il y a plusieurs facteurs de risque. Les maladies que la mère a qui peuvent être à l'origine de cette cardiopathie congénitale, comme le diabète maternel par exemple. À côté de ces maladies maternelles, il faut prendre en compte également les toxiques dont la mère peut faire usage au cours de la grossesse. Il faut aussi noter de façon particulière les médicaments que la maman peut prendre au cours de la grossesse. Les cardiopathies congénitales doivent être diagnostiquées de sorte qu'à l'âge adulte, il n'existe pas d'autres pathologies dérivées de celles-ci qui peuvent altérer la vie de la personne atteinte. Lorsque vous avez un enfant qui a une respiration rapide, un enfant qui a un souffle court, lorsque l'enfant ne peut pas manger des quantités suffisantes d'aliments ou même ne peut pas téter, ça peut être des signes qui orientent. Les enfants qui ne prennent pas du poids aussi, un enfant qui se fatigue dès qu'il se met à faire une petite activité, un enfant qui est irritable ou qui pleure tout le temps, ça peut être également des éléments qui orientent. Mais on peut également faire ce diagnostic-là avant l'accouchement. Lors des consultations prénatales, l'échographie fœtale peut permettre de retrouver ces malformations cardiaques. Le traitement de la malformation est chirurgical. Il peut être palliatif ou curatif. Soit on ouvre complètement le cœur, on va parler de chirurgie à cœur ouvert pour aller réparer les trous dont on a parlé ou les autres anomalies, ou bien on va faire ce qu'on appelle la chirurgie à cœur fermé. En dehors de la chirurgie et des médicaments, il y a ce que nous appelons également le traitement interventionnel, où on n'est pas obligé d'ouvrir le cœur, mais on va passer par un petit vaisseau pour aller dans le cœur et faire ces interventions-là. C'est souvent vécu comme un drame dans nos communautés et il est important d'associer à tout ce que nous disons là, ce soutien psychosocial aux parents. 60 ans en arrière, moins de 20% des bébés qui naissent avec des malformations cardiaques atteignent l'âge adulte. Aujourd'hui, l'espoir est permis. Les malades doivent être pris en charge pour mener une vie normale.
Et chaque année, des millions de jeunes diplômés sortent des universités avec des formations qui ne répondent pas souvent aux besoins du marché du travail. Si aujourd'hui, il faut le dire, certains jeunes convoitent une place encore dans la fonction publique, et bien d'autres, par contre, veulent apprendre à entreprendre. Comment y parvenir? Eh bien, réponse ici avec Régis Ezi, entrepreneur. L'autonomisation, c'est la capacité à se prendre en charge, pour dire les choses simplement. Et l'entrepreneuriat, c'est la capacité qu'on a à identifier des problématiques et donc des opportunités dans un environnement, à y apporter des solutions et justement à monétiser ou à monnayer ces solutions-là. Ce n'est pas une fatalité que d'être au chômage, mais ne pas aller chercher soi-même à sortir de cette situation, c'est compliqué. Et donc j'ai commencé à parler aux jeunes depuis quelques années en leur disant « Levez-vous, essayez de faire quelque chose, réfléchissez, quelles sont vos aptitudes, quelles sont les opportunités ?» Et de fil en aiguille, on est arrivé à un ouvrage qui est il y a quelques mois, qui s'appelle « Apprendre à entreprendre ». Donc, le titre est simple et évocateur, apprendre à entreprendre. Comment est-ce qu'on peut partir, déjà comment on peut identifier une opportunité, comment est-ce qu'on peut partir de l'idée jusqu'à la concrétisation. Et c'est un support papier, c'est un guide pratique qui est destiné aux jeunes à partir de l'adolescence, dans lequel on retrouve des illustrations, des jeux, tout ce qui peut permettre de les captiver véritablement au-delà des informations littéraires et techniques pour que ce soit de l'apprentissage ludique. La prise de conscience au niveau des jeunes, des parents, des enseignants, etc., elle est claire aussi. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'école, c'est important, mais il faut pouvoir adjoindre autre chose, donc développer l'esprit d'initiative des jeunes, leur curiosité, leur ouvrir de nouveaux horizons, leur apprendre les fondamentaux de l'entrepreneuriat. Et c'est tout ça que nous faisons à travers ce guide et cette tournée. Cinéma. À présent, les Béninois ont perdu aujourd'hui l'habitude de se rendre dans les salles obscures. L'industrie cinématographique au Bénin, qui a connu ses moments de gloire vers les années 1970, a aujourd'hui du plomb dans les ailes. Quelles en sont les causes et quelles solutions pour sortir de cette situation? Élément de réponse. Fréquenter les salles de cinéma est un mode de loisir auquel beaucoup de cinéphiles s'adonnent pour se distraire. Les salles de cinéma, c'est des endroits qui permettent vraiment une communion d'esprit, de se retrouver aussi avec d'autres personnes. C'est des endroits aussi d'échange. Aller au cinéma pour suivre un nouveau film ou en avant-première sur le grand écran permet également de tisser de nouvelles relations sociales. Mais malheureusement, très peu de personnes ont encore le goût du cinéma. Les gens, ils ont du cinéma dans leur téléphone, ils ont du cinéma sur Internet, ils ont du cinéma sur les plateformes VOD, ils ont Netflix à la maison. Vous ne pouvez pas, dans un tel contexte, vous attendre à ce que les gens aillent vers les salles de cinéma. Même les avant-premières, vous êtes aujourd'hui sur certains sites, vous pouvez avoir même les avant-premières, avant que ça ne soit produit dans une salle. Au Bénin, les raisons de la baisse de fréquentation des salles de cinéma sont connues des spécialistes. Du Ciné Concorde au Ciné Okpe-Oloa, ces édifices qui faisaient jardir la fierté du cinéma béninois sont dans un état de ruine indescriptible. Des facteurs parmi tant d'autres qui amènent les cinéphiles à ne plus avoir l'envie d'aller au cinéma. Beaucoup pensent qu'aller là-bas, ça perd de temps et se contentent seulement même, et surtout même au téléphone portable. La plupart des gens, ils préfèrent regarder les films sur leur phone, soit sur le PC. Donc, se déplacer encore, aller au cinéma et suivre un film, non, ça ne dit pas trop aux Béninois. Comme je n'ai pas l'habitude d'aller dans les salles de cinéma, donc je ne connais aucune salle de cinéma. Au Ciné Okpe-Oloa, par exemple, l'entrée principale est occupée par les commerces. On peut y acheter des filtres pour voitures ou s'offrir un plat pour le déjeuner. Au Ciné Le Bénin, par contre, le décor est beau, mais l'édifice n'a jamais été utilisé depuis la fin des travaux de réfection. Avoir un cinéma béninois ne se résume pas à avoir des salles de cinéma. Donc il faut un public qui aille voir des productions béninoises. Vous voyez, donc la baisse de fréquentation des salles peut être liée, par exemple, à ce que les gens qui sont appelés à aller voir les films ne se reconnaissent pas à travers les films qu'on leur propose. Pour venir regarder un film, où vous devez payer par exemple 5 000, 10 000, des fois, combien de Béninois peut se l'offrir? Mais Canal Olympia, ce n'est pas donné à tout le monde d'y aller, voilà. Donc, vous voyez, le coût est élevé. Donc, c'est plus pour l'élite. Alors qu'on pourrait mettre en place une politique
qui permet à tout le monde. Je me rappelle dans un passé récent, quand nous fréquentions les vidéoclubs, c'est une mixité sociale. Le cinéma béninois peut bel et bien connaître de beaux jours et rayonner à l'international. Il suffira peut-être de mieux valoriser ses talents, son potentiel économique encore inexploité et offrir au public de nouvelles productions cinématographiques made in Bénin qui reflètent nos valeurs culturelles. Hors de nos frontières à présent, la tension monte entre les multinationales et les deux plus grands producteurs mondiaux de cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana reprochent aux industriels de leur brun de ne pas respecter les montants des primes destinées aux planteurs. Les deux pays ont fixé un ultimatum aux entreprises du secteur. Plus de précisions avec nos confrères de France 24. Alors que les fèves sèchent lentement sous le soleil ivoirien, Apolline Ahou inspecte attentivement sa récolte. Un travail minutieux, mais depuis plusieurs mois, son cacao se vend de moins en moins cher. La faute, selon elle, aux acheteurs, des grands groupes industriels qui rechignent à rémunérer correctement les producteurs. Je suis en colère parce que quand nous on travaille, que les gens disent on va payer comme le gouvernement dit on va payer comme ça. Cacao là, voici prix des cacao, mais pas fini, ils prennent pas comme ça. En 2019, la Côte d'Ivoire et le Ghana, deux pays responsables de plus de 60% de la production mondiale de cacao, décident de faire front commun contre les multinationales. Ils exigent qu'elles versent une prime de $400 par tonne aux producteurs, un mécanisme appelé le différentiel de revenus décent. Mais les deux pays accusent aujourd'hui les acheteurs de ne pas honorer ces engagements et menacent de leur interdire l'accès aux plantations si ces primes ne sont pas versées avant le 20 novembre. Les grands groupes nous volent, c'est ce qu'on nous a dit. Ils ne respectent pas les contrats et puis ils ne nous respectent même pas aussi. Nous sommes les planteurs, ils ne nous respectent pas. Les chocolatiers, qui dominent largement le marché du cacao africain, pourrait être tenté de jouer la montre, car en Côte d'Ivoire comme au Ghana, l'industrie du cacao reste un pilier central de l'économie et fait vivre des millions de personnes. Et à présent, Nadège Omoladesani nous propose un condensé de l'actualité au plan international. C'est Eco Inter. Bonne nouvelle pour 6 pays africains qui verront bientôt augmenter le PIB de 12% grâce à l'hydrogène vert. Il s'agit de l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, la Mauritanie, la Namibie et le Kenya qui disposent de sources d'énergie renouvelable abondantes qui leur permettent de produire de l'hydrogène décarboné à des coûts compétitifs. Selon un rapport de l'Alliance africaine pour l'hydrogène vert, ces pays pourraient générer plus de 4,2 millions d'emplois d'ici 2050. Le commerce international transfrontalier de l'hydrogène vert devrait atteindre 100 à 180 millions de tonnes d'ici 2050. L'Algérie veut prendre part à l'effort planétaire contre le réchauffement climatique. Les autorités de ce pays envisagent d'interdire l'importation et la construction sur le territoire de voitures de tourisme en roulant au diesel considérées particulièrement polluantes. Comme solution, l'Algérie envisage de développer l'utilisation des véhicules électriques et suivre le chemin emprunté par les Européens qui visent la fin des moteurs thermiques d'ici 2035. Les constructeurs automobiles installés en Algérie devront se plier à la règle et inclure dans leur gamme au moins un modèle électrique dans les 5 ans suivant la date d'obtention de leur agrément. Les amandes de karité seront vendues à un prix plus élevé que celui des années précédentes. Le prix de vente d'un kilo d'amandes de karité dépassait rarement les 200 francs CFA. Aujourd'hui, le kilo s'échange à 250 francs CFA, voire 300 francs CFA chez tous les gros producteurs d'Afrique de l'Ouest, Bénin, Burkina Faso et Mali. Une aubaine pour les producteurs, d'autant que la récolte est manuelle et que la culture n'est pas frappée par une augmentation des coûts de production. Et puis,
l'Asie est devenue le numéro 2 du broyage de fèves de cacao après l'Europe. Les derniers chiffres de l'Association de cacao de l'Asie le prouvent encore. C'est en Asie du Sud-Est que les broyages de fèves au troisième trimestre 2022 ont augmenté le plus, soit près de 10% par rapport à l'année dernière à la même période. L'espoir des pays producteurs est que cette demande asiatique croissante finisse par tirer les prix vers le haut. Et ce sera tout pour ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj, également sur nos différentes plateformes digitales. Merci à toutes et à tous. À bientôt.